Aujourd'hui, nous allons vous présenter la famille dans les faux-monnaies d'André Gide. Au sommaire, tout d'abord, nous allons vous faire une topologie des familles. Il y a d'abord les familles principales, les familles secondaires et ensuite les familles recomposées. Ensuite, nous allons parler de l'image donnée, celle d'abord d'une cellule familiale, ensuite celle des relations froides et des relations dysfonctionnelles, pour enfin finir sur une explosion des familles. Et enfin, nous allons voir pourquoi. La famille est un des thèmes clés des faux-monnayeurs. En effet, elle permet de nouer et dénouer de nombreuses intrigues. Toutes les familles de ce roman font partie de la bourgeoisie parisienne. Nous avons tout d'abord la famille Profite-en-Dieu. Le nom Profite-en-Dieu pourrait faire penser à Profite en Dieu, qui reflèterait l'hypocrisie bourgeoise. La famille Profite-en-Dieu se compose de Bernard, Caloub, Charles, Cécile et des parents Albéric et Marguerite. L'intrigue se déroule principalement autour de Bernard, le roman s'ouvrant sur la découverte qu'il est un enfant illégitime. Le vrai père de Bernard reste inconnu. Cécile et Charles sont pratiquement absents du roman et n'y tiennent pas de place importante. Caloub, quant à lui, est en pension. Albéric travaille au palais de justice avec Oscar Molinier. Ensemble, ils couvrent les méfaits des enfants de bonne famille qui fréquentent les prostituées. Vint ensuite la famille Molinier. La famille Molinier est composée des parents Oscar et Pauline. Ils ont trois fils ensemble, Olivier, Georges et Vincent. S'ajoute à cette famille Édouard, le demi-frère de Pauline. Oscar travaille au palais de justice. Il est tiraillé entre sa femme et sa maîtresse. Pauline est une femme au foyer qui soutiendra Édouard, amoureux d'Olivier malgré leur lien de parenté. Elle est au courant de la liaison qu'entretient son mari, mais ne dit rien. Olivier est un poète en herbe, attiré par son oncle Édouard, écrivain. Il travaille pour Passavant car il est jaloux de la relation qu'entretient Bernard, son meilleur ami, avec Édouard. Il change de comportement au contact de Passavant, puis fait une tentative de suicide chez Édouard. Leur amour se concrétise peu après. Georges tient une place importante dans le roman. Il fait partie de la bande des faux-monnayeurs et participe au suicide-meurtre de Boris. Suite à ce drame, Georges retourne auprès de sa mère. Vincent est un étudiant brillant, passionné par la biologie. Il joue et perd de l'argent qui devait servir à s'occuper de Laura qui l'a mise enceinte. Il part avec Lady Griffiths en Afrique et la tuera là-bas. C'est une victime du diable. La dernière famille principale du roman est la famille Vedel-Azaïs. Rachel, Laura, Alexandre, Armand, Sarah, les parents et le grand-père Azaïs composent cette famille. C'est une famille croyante de culte protestant. Ils possèdent une pension qui joue un grand rôle dans l'intrigue. Cette pension est en faillite, mais c'est un secret. Seule Rachel, qui la gère, est au courant. Elle agit comme le pilier de sa famille et demande de l'argent à Édouard. Le père Prosper est ridicule et moqué par ses enfants et sa femme. Le grand-père Azaïs pense avoir de l'influence sur les jeunes de la pension, mais est aveugle quant à ce qui se passe vraiment. Laura est mariée à Félix Douvier, le couple vit en Angleterre. C'est un mariage de dépit car elle pensait que son amour pour Édouard n'était pas réciproque. Elle passe la nuit avec Vincent et tombe enceinte. Totalement désemparée par la froideur de Vincent qui ne veut plus l'aider, elle se tourne vers Édouard. Elle part à Sasfay avec Édouard et Bernard, avant de rentrer en Angleterre auprès de Félix, qui lui a pardonné son infidélité. Sarah a une idéologie plutôt féministe. Elle couche avec Bernard et partira en Angleterre. Armand, désabusé et piètre écrivain, est engagé par le comte de Passavant. D'abord, il couvre Sarah et Bernard qui ont passé la nuit ensemble, puis il les dénonce. C'est un personnage assez complexe. Alexandre vit en Afrique, c'est grâce à lui qu'on apprend que Vincent a tué Liliane. Viennent ensuite les familles secondaires. D'abord, nous avons la famille de la Pérouse. La famille de la Pérouse compte le grand-père de la Pérouse, ancien professeur de piano, vivant avec sa femme qu'il traite de folle. Ils ont eu un fils qui est décédé. Ce fils a eu une aventure avec une élève de son père, à qui il a fait un enfant, Boris. Madame de la Pérouse empêche son mari d'entrer en contact avec son petit-fils. Ce dernier vit avec le docteur Sofroniska et sa fille Bronja. La Pérouse deviendra surveillant à la pension Vedel pour vivre près de Boris, alors que Madame de la Pérouse ira en maison de retraite. Déçu par le manque d'amour de Boris, grand-père de la Pérouse veut se suicider mais n'en est pas capable. Il sera anéanti par la mort de Boris. La deuxième famille secondaire est la famille Passavant. Le comte de Passavant est l'ennemi littéraire d'Édouard, il est cynique et froid, c'est aussi un joueur régulier. La mort de son père lui sera égale. Il est le propriétaire de la barre fixe, embauchera Olivier puis Armand.
Son petit frère Gontran a 15 ans et est l'opposé de son frère. Il reste au chevet de leur père décédé. Il étudie à la pension Vedel et se sent très coupable de ne pas avoir pu sauver Boris. Les deux frères ne semblent pas s'entendre très bien. En tout cas, le roman ne montre aucune scène de tendresse entre eux. Pour finir, il y a la famille Strouviou, qui ne compte que 2 membres, Strouviou et Guéry d'Anisole, qui sont cousins. Le premier a une influence néfaste sur Guéry d'Anisole car il l'entraîne dans son trafic de fausses monnaies. Une des caractéristiques de ce roman est que les personnages vont se reconstituer une famille. Par exemple, nous avons la relation entre Olivier et son mentor, amant et demi-oncle Édouard. Dès le début, Olivier exprime une grande envie de voir Édouard, qu'il aime beaucoup et qui est différent de sa famille, c'est quelqu'un de très bien. Il y a d'abord la peur d'ennuyer l'autre, l'incompréhension entre les deux personnages, mais Olivier continue de rechercher des conseils auprès d'Édouard. Édouard, qui n'arrive pas à passer au-dessus de sa gêne, évitera quelque temps Olivier, mais ce dernier lui manquera beaucoup. Il y a une mention de mentor car Olivier va rechercher des conseils auprès d'Édouard, mais Édouard trouve que c'est Olivier qui lui apprend le plus. Il y a beaucoup de jalousie dans cette relation. D'abord, Olivier est jaloux de Bernard qui travaillera avec Olivier. D'abord, Olivier est jaloux de la relation qu'entretient Bernard avec Édouard. Puis, Édouard sera jaloux de la relation qu'entretient Olivier et Passavant. Il y aura un retournement de situation. Il y aura un retournement de situation quand Olivier, ivre, cherchera le conflit au banquet des Argonautes. Édouard s'occupera de lui et le ramènera chez lui. Édouard s'occupera de lui et le ramènera chez lui. Après la tentative de suicide d'Olivier, Édouard sera là pour le faire remonter la pente. Leur amour se concrétise à ce moment-là. Cette relation, après de nombreuses difficultés à traverser, est la seule qui va finir d'une belle façon. Les deux personnages arriveront à se comprendre et engager une relation amoureuse réussie, la seule du roman. Édouard arrive à ramener Olivier à sa nature première, le personnage ayant changé au contact de Passavant. Il y a une vraie relation qui aide les protagonistes à grandir et mûrir. La seconde reconstitution de famille serait entre Laura et Édouard. Laura et Édouard entretenaient auparavant une relation amoureuse platonique. Laura, dans un profond désarroi après que Vincent l'ait abandonnée, se tourne vers Édouard pour de l'argent et un soutien qu'il s'empresse de lui donner. Ils partent avec Bernard en Suisse, car Laura ne veut pas rentrer auprès de son mari. Édouard sera son soutien émotionnel. Après être retournée avec Félix, elle continuera de solliciter l'aide d'Édouard pour empêcher Félix de retrouver l'homme qui l'a mise enceinte. Laura recherche donc une figure comme paternelle pour l'aider à traverser cette épreuve, aide qu'elle ne peut pas chercher dans sa vraie famille, de peur d'être reniée. La dernière reconstitution de famille serait entre Boris, Sofroniska et Bronja. Le docteur Sofroniska a pris Boris sous son aile et cherche à le guérir. C'est donc elle qui fait son éducation. Boris est amoureux de Bronja, la fille de la doctoresse. C'est en passant du temps avec Bronja que Boris commence à aller mieux. Cette famille recomposée, qui était bénéfique pour tous ses membres, sera détruite par Édouard qui va ramener Boris à la pension Vedel. Bronja meurt peu après, ce qui dévasta Boris. Nous allons maintenant parler de l'image donnée, en commençant par la cellule familiale, surtout celle concernant Pauline et ses enfants. Pauline est une personne qui souffre beaucoup et qui n'entretient plus de relation avec son mari. Il y a de fortes tensions dans les relations conjugales. Elle regrette, lors du passage avec Édouard, d'être une mauvaise mère envers ses enfants et de ne pas avoir été assez là pour eux. En effet, elle vient tous les soirs embrasser Georges et Olivier avant de les enfermer dans leur chambre. Il s'agit d'une surprotection. Maman descend nous dire adieu chaque soir et ferme notre porte à clé. Partie 1, chapitre 1. Concernant Olivier, leur relation est en éclat, tout comme celle de Bernard et de sa famille. Cela la peine beaucoup. Sa confiance, si du moins j'étais sûre encore de l'avoir. Mais non, je l'ai perdue, dit-elle à Édouard, partie 3, chapitre 6. Ensuite, il y a la cellule familiale de la pension Vedel. La pension Vedel a accueilli beaucoup de personnages des faux-monnayeurs. Il s'agit d'un lieu emblématique du roman, d'un lieu fréquenté par les 3/4 des personnages. Cependant, il s'agit d'un lieu oppressant. Il s'agit tout d'abord d'une pension familiale. En effet, Rachel, une des filles Vedel, a succédé à sa mère concernant le contrôle de la pension. Il s'agit pour Rachel d'un point important. Seulement, la pension fait faillite à cause des problèmes d'argent de la famille, ce qui alourdit la charge de Rachel.
Elle consacre sa vie au bon fonctionnement de cet établissement, quitte à être indépendante de celle-ci. Le poids et l'espoir de sa famille reposent sur elle, elle se sacrifie. De plus, il s'agit aussi d'une cellule pour les personnes qui s'y trouvent. En effet, le suicide-meurtre de Boris se passe en ces lieux. Boris voulait faire partie du groupe d'amis présents à la pension, alors il accepta de jouer. C'est l'oppression de solitude qui le mena à cela. Il existe aussi de nombreuses relations froides et dysfonctionnelles. En effet, une méprise existe entre frères et sœurs. Tout d'abord, au sein de la famille Wedel, de nombreuses tensions existent. Sarah et Rachel sont totalement opposées. Rachel dirige la pension, qui est un lieu religieux, tandis que Sarah est contre cela. Elle dit notamment « Je ne peux pas croire à ton ciel, je ne veux pas être sauvée ». Partie 3, chapitre 14. Armand et Sarah ont aussi un mauvais lien avec Laura. Lors de son mariage, ceux-ci ne comprennent pas pourquoi un homme comme Félix a bien pu l'épouser. Cette demoiselle s'indigne à l'idée que Laura devra coucher avec lui, dit Armand. Il la traite aussi de garce, et il insulte aussi Sarah. « Vous ne saviez pas que ma sœur était une putain ?» en s'adressant à Édouard. Partie 1, chapitre 12. Au sein de la famille Wedel existent aussi des tensions. Vincent aussi se désintéresse de son frère. Alors que celui-ci reproche à Passavant l'empathie avec laquelle il traite Gontran, lui-même entretient une relation avec Olivier assez froide. Il oubliait à cet instant que lui de même il avait un frère. Partie 1, chapitre 14. Bernard entretient aussi, après avoir pris conscience que son père n'était pas vraiment son père, un regard différent sur ses frères et sœurs, comme un regard de jalousie. J'ai toujours senti entre eux et moi votre différence d'égard. Partie 1, chapitre 1. Ensuite, à la fin de sa lettre, il a pourtant une pensée pour Kaloub, à qui il donne ses affaires, mais sinon il ne mentionne jamais un message à dire à ses frères et sœurs, comme s'il n'était pas important à ses yeux. Ces relations froides et dysfonctionnelles sont aussi instaurées par les parents bien trop ignorants. Les parents représentent tout d'abord un échec en eux-mêmes. Leur relation conjugale ne se passe pas bien et leur relation avec leurs enfants explose au fur et à mesure. En effet, Oscar Molinier s'occupe de l'affaire des fausses monnaies et pourtant, celui-ci ne se rend pas compte que son propre fils fait partie de cette organisation. Pauline perd de plus en plus la confiance d'Olivier et une distance se crée entre Olivier, Georges et elle. De plus, la Pérouse ne se rend pas compte du mal-être de son petit-fils et de sa situation douloureuse et gênante. « Oh, pensait Boris, qu'il me laisse tranquille, qu'il ne me fasse pas remarquer, dit-il, partie 3, chapitre 4. L'image donnée de la famille est aussi celle d'une explosion. En effet, tout d'abord à cause des tromperies. L'image de la famille est souillée par rapport aux nombreuses tromperies. Dès le premier chapitre, la première page, il est question d'une aventure entre la mère de Bernard et un certain homme qui est en réalité le vrai père de Bernard. Le lecteur est directement plongé dans l'histoire grâce à ce début in medias res. Il s'agit de l'élément déclencheur de l'histoire. C'est à cause de cette liaison que Bernard part de chez lui pour aller chez Olivier et par la suite, les intrigues vont se dérouler. C'est bien de lui, Bernard, qu'il s'agissait. La lettre était adressée à sa mère, une lettre d'amour vieille de 17 ans, non signée. Partie 1, chapitre 1. Il s'agit pour l'heure de la famille Profitant-Dieu, seulement les deux autres familles portent en leur sein eux aussi des tromperies. En effet, dans la famille Wedel-Azaïs, c'est l'une des filles, Laura, qui fut coupable d'adultère. Il s'agit là aussi d'une intrigue principale. Laura trompa Félix, avec qui elle se marie de raison, lors de ses soins à Pau contre sa maladie, alors que celle-ci pensait qu'elle ne survivrait pas. Après sa guérison, elle découvre qu'elle est enceinte et refuse alors de retourner auprès de son mari. Elle part donc rejoindre Édouard après lui avoir écrit une lettre expliquant sa situation. « Mon ami, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je suis enceinte et l'enfant que j'attends n'est pas de lui. » Partie 1, chapitre 3. Le dernier fait est celui de la famille Molinier. Oscar, le père de famille, entretient une relation depuis 5 ans avec une femme avec laquelle il échange des lettres qu'il cache aux yeux de sa famille. Seulement, lorsque celles-ci disparaissent, il raconte son aventure à Édouard. Pauline est au courant des tromperies, mais comme une bonne épouse, elle ne dit rien. Il me peine ainsi bien davantage. Je ne suis pas intolérante.
Il y a de nombreux petits manquements que je tolère, sur lesquels je ferme les yeux. De qui parlez-vous maintenant ? Dit Édouard. Oh, du père ainsi bien que des fils. Partie 3, chapitre 6. Les épouses se révèlent, par certains côtés, être le reflet de leur mari, dont elles épousent aussi la cause. Le plus important pour elles, c'est de préserver les apparences, même si elles en souffrent. L'amour au sein de leur couple n'est plus présent, il ne fait plus partie de leur ménage. Tout cela produit de nombreux départs. De nombreux personnages partent et quittent le domicile familial. Tout d'abord, il y a Bernard, qui quitte sa maison à cause de sa bâtardise. Ensuite, il y a Laura, lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte. Vincent, quant à lui, fuit ses responsabilités et part en Afrique avec Lady Griffith. Olivier part avec Passavant par jalousie de la relation entre Bernard et Édouard. Georges est à la pension et ne voit plus ses parents car il reste avec ses amis où ils passent leur temps à mettre au point leurs plans. Et enfin Sarah qui part en Angleterre car elle poursuit un but féministe. Il s'agit totalement d'un étalement. Les personnages se dispersent et se regroupent à la fois. Ce flux des départs est important pour les intrigues. Seulement, malgré tout cela, à la fin du livre, la plupart des personnages reviennent dans le droit chemin et reviennent donc au domicile familial. Il s'agit donc de la clôturation des intrigues. La famille reste un pilier fondateur du roman. En effet, ce roman entier gravite autour des 3 familles principales. Les autres familles sont moins présentes, mais tout aussi importantes. Le seul personnage principal important n'ayant pas de famille est Édouard, le personnage central. Les intrigues sont aussi liées aux problèmes familiaux. Bernard et sa bâtardise, Laura qui est enceinte, Boris à sa se fait, le problème de fausse monnaie est en réalité aussi un problème familial, etc. La famille est le ciment de ce roman. On peut aussi remarquer une certaine dimension autobiographique dans Les Faux-monnayeurs. En effet, André Gide, comme la famille Vedel-Azaïs, est de culte protestant. Deuxièmement, il est né dans une famille bourgeoise parisienne, comme tous les personnages du roman. Et enfin, même s'il ne le cite pas clairement, la rue T, où vit la famille Profitant-Dieu, près du jardin de Luxembourg, rappelle la rue Tournon, où Gide lui-même a passé son enfance.